Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous avez découvert cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je renoue le dialogue avec Vincent Austria qui était venu il y a quelques semaines de cela pour parler d'un livre qu'il venait d'écrire qui s'appelle Paris, Punkabilly 1976-1980, qui est édité chez Marest. Et d'ailleurs, vous trouverez et le lien du livre, mais aussi le lien de cette conversation que nous avions vue, si vous êtes extrêmement curieux. Et vraiment, dans la foulée, juste après, Vincent m'avait proposé de voir son long métrage qui s'appelle Crime au singulier, et un film qu'il avait réalisé en 2010 que je n'avais pas pu voir à l'occasion. Et tout de suite, moi, j'ai accepté parce que voilà, c'est important aussi de parler des films. Et puis, comme Vincent est aussi, je l'ai surtout connu via en tant que critique de cinéma, donc pour moi, la boucle était bouclée. Donc, dans le descriptif, vous retrouverez un lien du film. Le film est hébergé chez Cinémutin, donc vous avez toutes les informations pour pouvoir accéder et voir donc ce film. Bonjour Vincent, comment allez-vous? Bonjour Samir, tout va bien, et vous? Bah écoutez, je vais bien, et j'ai pas mal de questions à vous poser. Le film, je l'ai vu 2 fois. Et la première fois, après l'avoir vu, j'ai eu une sensation incroyable. C'est que j'avais cette impression d'être... en fait, j'avais l'impression que votre caméra, du début jusqu'à la fin, elle s'adressait uniquement qu'à moi. Elle me tutoyait. Elle ne tutoyait pas forcément les personnages que je voyais, mais j'avais cette impression qu'elle me disait à chaque fois qu'il y avait, parce que le film regorge de fondu au noir, ce qui est assez rare aujourd'hui dans le cinéma, et ce qui est dommageable d'ailleurs. J'aime beaucoup moi ce langage cinématographique. Et à chaque fois qu'il y avait un fondu, j'avais l'impression que la caméra, ou alors vous me faisiez un clin d'œil. Et donc je vous avouerai que c'est une sensation très déstabilisante. Et donc autant j'adore me perdre dans les chemins d'un film, parce que je trouve que c'est une manière respectable du film vis-à-vis de moi en tant que spectateur. Et là, pour le coup, j'étais extrêmement déstabilisé. Je voulais quand même vous le dire, la sensation première que j'avais eue. Et alors, aimer ou pas aimer, enfin, je veux dire, je veux pas être prétentieux, mais ça, ce ne sont pas des questions qui m'intéressent. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé, ça m'intéresse pas trop, ça. Mais par contre, ça m'a donné envie de le revoir. Et en le revoyant, j'avais une question qui trottait dans ma tête jusqu'à la fin du film. Je voulais vous la poser, et ensuite on parlera du film. Je voulais savoir, j'aurais dû vous l'envoyer par mail afin que vous vous prépariez, mais je me suis dit, la spontanéité, ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez une image marquante? Une image marquante, pas du film, non. Une image marquante qui peut-être viendrait de l'enfance ou de l'adolescence, et qui aurait un lien aujourd'hui avec votre rapport à ce qu'on appelle le plan, à ce qu'on appelle l'image. Est-ce que ça existe? Est-ce que vous avez eu cette image marquante? Ah oui, j'ai vu que vous avez déjà posé cette question. Eh oui. Et parce que ça me renvoie aussi à la séquence d'ouverture de votre film, qui pour moi est une image marquante extraordinaire. Et on va en parler après. Vous me prenez au dépourvu. Je peux vous donner une image marquante qui n'est pas une image marquante de la vie, mais une image marquante de film. Ouais. Je pense que c'est un des premiers films que j'ai vu, ou sinon le premier. C'est un film qui s'appelle Crin Blanc, de Albert Lamoris. Et je me rappelle un truc un peu vague, flou, de cheval blanc qui chevauche. Donc ça devait être en Camargue, je crois. C'est à peu près ma première image de cinéma dont je peux me souvenir. Voilà, j'ai une image de cinéma, mais c'est quand même une image marquante. Voilà. C'est une fulgurance. Ce cheval, je peux pas vous expliquer. C'est pas le cheval de Eisenstein, c'est moins spectaculaire. Dans Octobre, il y a un cheval qui tombe d'un pont qui s'ouvre, mais et je crois qu'il est blanc aussi d'ailleurs. Et c'est ma première image marquante. J'ai dû voir ça quand j'étais dans une école religieuse. On devait nous passer ça le jour où il n'y avait pas école, je ne sais plus. Voilà, j'ai pas d'image marquante, sinon j'ai trop d'images marquantes, donc laquelle?
Albert Lamoris, c'est bien ce cinéaste qui avait fait, si je me trompe pas, le Ballon Rouge. Le Ballon Rouge, oui. Et Qui que était pas Lucia très. Ossian a. Ouais. Il y a eu un Et remake de que, Lucia aussi. et il y a eu un remake de Lucia Ossian avec Juliette Binoche. Le début de votre film, on voit, on voit trois personnes, deux hommes et une femme. Alors cette femme, on a l'impression qu'elle est le sosie de Anouk Grimberg dans les années 80. Et, et, euh, et il y en a un qui est un homme qui est debout et l'autre qui fume une cigarette et l'autre lui pose la question. En fait, on comprend que cette femme est une espèce de voyante un peu comme ça Ouais. et l'homme lui demande, pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film, hein, et l'homme lui demande qu'est-ce que tu vois, où tu es, et en fait on comprend qu'il y a une maison, et en même temps il y a quelque chose de l'ordre de l'impasse. Et puis le garçon lui demande mais est-ce qu'il va se passer quelque chose? Et elle lui répond, oui, il va se passer quelque chose d'inquiétant, mais il n'y a pas d'action. Je suis pas en train de te parler de l'action, mais il va se passer quelque chose d'inquiétant. Mais j'ai l'impression qu'il y a une impasse et c'est filmé en vidéo. C'est très très perturbant. La séquence est constamment émaillée de fondu au noir, bien évidemment. Et en en revoyant le film, sans vouloir faire de connexion un peu de psychologie de bazar, mais je trouvais que pour le coup, c'était un peu ça, cette image marquante du film, si tant est il y avait une image marquante, c'est que il faut accepter aussi d'arrêter de poser des questions et de se laisser embarquer. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je l'avais pas vu je l'avais pas vu à la première vision, je l'ai vu à la seconde fois. J'avais trouvé ça intéressant que cette femme, une espèce de divinité en gros, quelque chose comme ça du cinéma, qui nous dit en gros, c'est ça un peu le cinéma, ça peut être aussi une impasse, ça peut être une espèce de maison où il va se passer quelque chose d'inquiétant, mais c'est tout quoi. Et il faut y aller. Et effectivement, à partir du moment où on refuse cela, ça devient assez compliqué. C'est pas forcément une question, mais cette image-là, déjà, elle vient d'où, cette première image? Ah, en fait, c'est pas moi qui l'ai tourné. Ouais. C'est un ami qui est d'ailleurs qui était dans un des groupes punk dont je parlais dans mon livre. Donc j'ai connu des groupes punk dans les années 70. Et un de ses amis, il avait filmé des gens chez lui qui faisaient une. J'ai jamais su vraiment, parce que si c'était une performance ou bien quelque chose de sincère. À mon avis, c'était un peu comme une performance qui imiterait une séance enfin, comment dire, comme vous dites, une consultation d'une voyante, quoi, qui donnerait qui exprimerait sa vision à quelqu'un. Mais je crois que c'est une mise en scène, hein. Hmm. Ça a été filmé chez lui par mon ami. Et quand j'ai vu ça, c'est ça qui m'a donné l'idée du film. Donc j'ai eu l'idée du film en voyant des gens qui parlaient d'un film, en fait. C'est-à-dire, j'ai eu envie presque d'illustrer cette description que faisait la femme. Euh, et aussi, il y avait quelque chose qui m'intéressait, c'était de passer de la vidéo assez amateur et assez de mauvaise qualité au noir et blanc, un peu plus contrasté, un peu plus traditionnel, du film noir, des choses comme ça. Euh, et donc il y a eu ça, et c'est un rapport entre donc la fiction et le documentaire. Comment le réel peut engendrer de la fiction. C'était un peu ça l'idée. Voilà. Et ces gens-là, c'était aussi des gens qui ont un rapport avec le punk. L'homme qui posait des questions avec une cigarette, c'était le leader d'un groupe punk hongrois, qui était même le groupe hongrois le plus connu, je crois, dans les années 70-80. Donc c'est quelqu'un d'assez étrange. Et donc il y a tout un rapport comme ça aussi avec la musique qui est complètement sous-entendu, qui n'est pas du tout exprimé dans le film, mais c'est un peu toute cette ambiance que m'a suggéré toute cette séance de voyance, quoi. Et puis il y a aussi Et- un peu ce côté, le cliché de la voyante qui a des visions et qui je sais pas, je trouve ça assez
assez rétro. Je sais pas, il y a un côté kitsch dans ce genre de. Ça me rappelle un peu les bandes dessinées de Tintin où il y a, je sais plus lesquelles, où il y a, je crois que c'est une voyante aussi qui est sur scène et qui dit ah je vois telle chose qui va se passer. Et ça, je trouvais ça amusant, quoi. J'ai toujours un, un intérêt pour le côté série B, série Z, un peu, oui, un peu pittoresque, un peu rigolo. Moi, je prends pas ça très au sérieux, hein, franchement. Mais en même temps, il y avait tout un aspect pays de l'Est. Donc, les gens qui font la séance de voyance, c'est des Hongrois. Il y a tout un rapport au pays de l'Est. Donc, ce que je voulais, pour moi, c'était des Hongrois qui décrivaient une situation des pays de l'Est, une vision des pays de l'Est. Donc, déjà, le pays de l'Est, pour moi, ça va bien avec le noir et blanc. Je sais, c'est peut-être des clichés, hein, mais j'ai beaucoup de clichés dans ma tête. Noir et blanc, le côté délabré, le côté un peu fin du monde européen, quoi. C'est-à-dire l'Europe, mais très, très délabré. Donc, à partir de là, j'ai brodé et j'ai utilisé plein de références, soit au cinéma des pays de l'Est, soit au cinéma soviétique. Et donc, c'était ça que je voulais recréer. C'était même le nom du héros, c'était un peu inspiré très vaguement le prince Mychkine de l'idiot de Dostoïevski. J'ai un peu copié son allure, j'ai un peu copié sur Raspoutine, le fameux moine qui était à la cour du tsar, qui s'est fait assassiner qui a eu une vie incroyable. Et j'ai un peu copié son allure, mais pas strictement, quoi. Et donc je trouvais ça amusant en même temps que cette espèce de faux moine soit un dealer, que ce soit un dealer qui veut plus être dealer. Enfin, il y a tout un jeu comme ça, avec des clichés. Le dealer, c'est un cliché. Les pays de l'Est délabrés, c'est un cliché. Enfin, c'est des clichés que j'ai pris de manière très distanciée, quoi. J'ai retravaillé sans réellement écrire une histoire très construite. C'est pas vraiment romanesque. C'est des situations un peu paradoxales, des enchaînements de situations qui arrivent, qui mènent à ce qui est exprimé dans le titre, c'est-à-dire le crime. Comment quelqu'un de lui-même un peu délabré, qui vend de la drogue et qui se retrouve lui-même à consommer une espèce de drogue mystérieuse, est entraîné de fil en aiguille à commettre un meurtre, presque involontairement, quoi. Voilà, on a l'impression que... ah si, très très bien, mais on a l'impression que tous les... Ah c'est marrant parce que vous parliez des pays de l'Est, mais il y a deux choses sur lesquelles je peux rebondir, c'est que moi je voyais plutôt ce personnage-là, enfin pour moi ce serait le vampire de chez Murnau, mais un vampire plutôt, comment dire, aseptisé. J'avais l'impression de voir ça, et puis il y avait de cela aussi... Oui, pardon, excusez-moi, je m'en prie. C'est plutôt à l'Est, par rapport à la France. Oui, c'est vrai que c'est... Oui, ouais, c'est vrai que... Oui, effectivement. Franchement, ça me fait plaisir parce que je n'ai pas fait beaucoup de cinéma, j'ai pas réussi à faire des choses très... Enfin, à aller au bout de mes projets tellement. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait un seul long-métrage. Mais j'ai eu envie de faire des films depuis longtemps, quand j'étais au lycée. Et le film qui m'a donné envie de faire des films, c'est Nosferatu. Quand je l'ai vu au lycée, c'est ça qui m'a donné envie. J'ai tout de suite, avec un ami, on a commencé à tourner des Super 8 en noir et blanc, un peu dans cet esprit, vaguement. Et donc, vraiment, c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma. Il y a une connexion. Après, c'est vrai quand vous disiez pays de l'Est, pour moi c'était vraiment les pays qui se rapprochaient plus de l'URSS. Donc effectivement la Hongrie, la Yougoslavie, tout ça. Donc c'est pour ça que je disais Allemagne. Et puis il y a une deuxième chose aussi, c'est que ce qui est assez incroyable, c'est que ce film a été fait en 2010. Mais bon, moi j'avais 10 ans dans les années 80, mais donc c'est vers 15 ans que j'ai commencé à découvrir Jim Jarmusch, tout ça, les premiers films de Jim Jarmusch. Donc ce qui est assez drôle en soi, c'est que ce film n'est pas daté.
Enfin, je veux dire, ça n'est pas, j'ai pas l'impression de voir les années 2000 dans ce film. J'ai plutôt l'impression de voir un film qui se passerait plutôt dans les années 80. Dans les années 80, il y a quelque chose d'assez beau. Le prologue en couleur, il est vraiment des années 80 ou 90, je ne me rappelle plus. Donc il est vraiment ancien. C'est pour ça que les gens ont des costumes assez rétro et des coiffures, la fille surtout. Et vous dites qu'il n'a pas été tourné en 2010, il a été tourné en 2006. Donc c'est plus ancien quand même. Bon, c'est pas années 90, mais et de toute façon, presque tout ce que j'ai fait, j'ai toujours cherché à faire des choses un peu rétro. Donc déjà le noir et blanc, ça ajoute quelque chose une patine, quoi, une espèce de. Je cherche jamais à ce que les choses ressemblent au présent. Par exemple, dans le film, il n'y a aucun élément moderne. Il y a une voiture, il y a des voitures, effectivement, mais c'est pas très remarquable. Et quand il téléphone, c'est un téléphone qui doit dater il y a 100 ans, le téléphone. Enfin, peut-être pas 100 ans, mais c'est des vieux téléphones noirs, très lourds. Donc, c'est quand même rétro, hein. C'est un peu voulu. Et encore, quand le téléphone sonne, il y a cette scène où Eva Ionesco est en train de noter quelque chose sur un carnet, puis le téléphone sonne, elle prend le temps de s'allumer une cigarette, et ensuite elle continue de noter quelque chose, et puis le téléphone continue de sonner, et c'est là qu'elle décide de décrocher le téléphone. Celui-là, il est plus moderne, en fait, je ne me rappelle plus. Vous avez une super mémoire, hein. Bravo. Non, mais ça fait pas très longtemps non plus que j'ai vu le. Moi, je vois que je l'ai vu, quoi. Ah oui, non, mais oui, je lis les livres et je vois les films. Il y a pas de souci. Bah, on parle d'Eva Ionesco. Pardonnez-moi, ce dialogue est c'est un peu le bazar, mais vous inquiétez pas, c'est un bazar organisé. Donc, non, du tout. Non, c'est parce que voilà, je rebondis et j'ai tellement peur d'oublier. Mais oui, il y a Eva Ionesco, puis il y a aussi, alors ça c'est génialissime, mais ça c'est pour celles et ceux qui connaissent, il y a FJ Osang, enfin, il y a quelqu'un, il y a le corps de FJ Osang qui de temps en temps est là, et puis il se passe un truc incroyable, c'est qu'il parle. Alors là, je me suis dit, tiens, il va commencer à parler, mais comme on est dans un film de Vincent Austria, donc chaque plan ne ressemble pas au précédent, et là, quand il parle, en fait, si j'ai bien compris, ce qu'il dit, vous le traficotez, et c'est quelque chose qui est à l'envers, en fait, comme le générique du film d'ailleurs. On m'a quand même beaucoup reproché ce genre de choses, mais bon, écoutez, moi j'aime bien. Non, il y a un truc qui me colle à la peau, qui est un peu énervant, c'est que je sais que je devrais pas en parler, mais on compare ça, on dit que j'ai copié des trucs sur David Lynch. C'est peut-être vrai inconsciemment, mais le problème c'est que ce personnage-là, il ressemble un peu à un personnage de Lost Highway. Mais bon. Et il parle à l'envers aussi, mais en fait la réelle raison pour laquelle il parle à l'envers, c'est pas esthétique, c'est parce que il disait à un moment, je lui ai dit d'improviser quelque chose, et au sang il a récité un passage de Lautréamont, et donc il récitait un truc de Lautréamont, et je me suis dit, oh c'est trop reconnaissable, je vais le mettre à l'envers pour que ça soit plus mystérieux. Donc en fait c'est du Lautréamont mais à l'envers. Voilà, c'est le scoop. Et au sang, donc je sais pas comment vous dire. Quand il y a... Pardonnez-moi, je suis désolé de vous couper la parole, mais quand on voit Eva Ionesco, quand on voit Osang et d'autres personnes, je veux pas dire que il y a un groupe, mais non, c'est pas ça, c'est que si on convoque des corps qui créent aussi des choses, c'est qu'il y a un désir de dire ces gens-là, oui. c'est important qu'ils soient là. Ben, il y a le côté, comment dire, le côté symbolique de ces personnages et le côté photogénique. Donc symboliquement, c'est des gens, Eva Ionesco, j'en parle dans mon livre, c'est-à-dire au moment, dans les années 70, c'était une des égéries du palace qu'on voyait tout le temps. Elle avait 15 ans ou 13 ans même. C'était une espèce de nymphette comme ça qu'on voyait, qui a été lancée par sa mère comme modèle de photo, et après elle lui a beaucoup reproché. Et donc pour moi c'est une espèce d'icône de ma jeunesse, d'une certaine manière. Je la connaissais pas, je la voyais tout le temps.
mais je n'ai jamais parlé vraiment. Et après, je l'ai re-rencontré, je l'ai vu dans des films. En fait, la raison pour laquelle je lui ai demandé de jouer, c'est parce que d'une part, je pensais qu'elle correspondait au personnage. Ensuite, pour moi, j'ai vu dans des films des petits rôles, je trouvais qu'elle était toujours excellente. Donc, c'était aussi une autre raison. Et aussi l'aspect esthétique, c'est-à-dire les côtés, ce que je cherchais, c'est toujours Bon, là, c'est peut-être plus américain que Pays de l'Est, mais c'est un peu la référence au cinéma noir, au film noir, c'est-à-dire un peu une femme fatale de film noir dans un certain sens. Et elle avait vraiment le look, on l'a un petit peu accentué, mais ça correspondait assez bien. Et Au Sang, c'était deux choses. D'une part, je connaissais. D'autre part, il y a quelque chose. Je suis pas comment dire, je suis pas complètement fan de son cinéma, mais il y a quelque chose dans son cinéma qui est tellement singulier et tellement qui cadre un peu avec mon esprit, c'est-à-dire un côté très décalé, très rétro, très un peu aussi Pays de l'Est, parce qu'il a quand même une espèce de goût pour ce genre d'esthétique, donc, qui était un peu à la mode dans ma jeunesse, hein, ça vient un peu de là. Hein. Il y avait toute une mode de l'art, de trucs qui étaient repris dans l'art russe, le constructivisme, des choses comme ça, plein de références comme ça à l'art russe des années 20, 30. Et donc lui, pour moi, il est un peu dans ce monde-là. Et physiquement aussi, il dégage quelque chose d'assez fort. Et il y a encore quelque chose que je veux ajouter par rapport à lui, que pour moi, ce personnage, dans le film, il s'appelle Grégor, mais je crois qu'il n'est jamais nommé. Enfin, bon, pour moi, il s'appelle Grégor, mais peut-être que personne ne le sait, je ne me rappelle plus. Pour moi, c'est la transposition de l'homme du prologue, en fait. Pour moi, l'homme du prologue, c'est Grégor. C'est celui qui fume la cigarette et qui pose des questions. Dans la fiction. Mais bon, tout ça, c'est dans ma tête, hein, parce que c'est pas des choses qui sautent aux yeux. Donc voilà, c'était ça l'idée en gros de pourquoi Au Sang et pas à quelqu'un d'autre. Il y a d'autres gens qui sont un peu arrivés par hasard parce que j'ai fait des castings, mais eux, je les avais vraiment choisis pour ces rôles-là et pas pour d'autres. Voilà. Donc ça voudrait dire que Au Sang, dans votre esprit, ce serait ce serait donc l'homme au début qui pose des questions à la voyante. Voilà, c'est ça. Il y a une espèce de, je sais pas si on peut appeler ça exactement un Deus ex machina ou quelque chose. C'est quelqu'un qui manipule les choses de manière, comment dire, secrète. Mais après, tout n'est pas très concret dans le film, donc comment il manipule, pourquoi il manipule, ça je pourrais pas vous expliquer. C'est encore des choses que je n'ai pas résolues, je sais pas. Mais il a une influence sur les personnages, il a une influence, c'est-à-dire les personnages quand ils le voient, ça produit quelque chose sur eux. À un moment, le héros qui s'appelle Minsky, il est dans un tramway et donc il regarde par la fenêtre et il voit ce personnage qui attend simplement et on le voit en passant. Donc c'est déjà une espèce de, comme ça, une silhouette inquiétante comme ça qui est là. Après on le voit à d'autres moments et on le voit dans l'espèce de soirée comme ça bizarre où en fait ce qu'il fait c'est de l'hypnose, il hypnotise. Alors je ne sais pas s'il hypnotise le spectateur ou quelqu'un d'autre ou Minsky ou... En tout cas, il produit comme ça un effet d'hypnose. Et il y a tout un rapport comme ça au rêve, à l'hypnose dans le film, que vous avez bien ressenti quand vous parliez d'un clignement d'œil. C'est-à-dire tous les folios noirs, ça peut être aussi le moment où on sombre dans le sommeil, où on est à moitié, on se réveille, on ressombre. Donc ça pourrait faire cette impression comme ça entre la veille et le sommeil. Et pour moi, dire que le film ressemble à un rêve ou à un cauchemar, c'est exactement ce que je voudrais, quoi. C'est-à-dire les cauchemars ou les rêves, c'est jamais, enfin les miens en tout cas, c'est jamais très logique, c'est souvent très décousu
il y a du coq à l'âne. Pour moi, c'est pas logique du tout. Enfin, mes rêves, quand je réfléchis après, quand j'ai rêvé, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Ça correspond pas, tout est faux, tout est. Donc, pour moi, c'est un rêve, c'est quelque chose de cubiste ou d'expressionniste, c'est-à-dire qui exprime des choses réelles, mais de manière très déformée. Et il y a des associations d'idées qui fonctionnent pas. Donc, pour moi, le rêve, c'est le territoire de la liberté de penser. C'est-à-dire la pensée sans référent rationnel. Et le rationnel, pour moi, c'est un peu l'ennemi d'une certaine manière. Exactement. Mais alors, on a dit souvent au début du XXe siècle, enfin on ne l'a pas dit, on l'a fait même avec Robert Desnos, tout ça, il y avait l'écriture automatique. Est-ce qu'on peut parler de filmage automatique aussi? Et là, je pose la question. Non, on ne peut pas parler de filmage automatique parce que ce serait faux. C'est quand même un film. Il y a quand même il y a quand même un scénario. Mais peut-être l'écriture du scénario était quelque chose qui relevait de l'écriture automatique. L'écriture du scénario, mais le tournage en lui-même c'est pas du hasard, quoi. Il y a pas même dans l'esprit, il n'y a pas une volonté de faire des choses aléatoires. Même si le nom de la société de production s'appelle les productions aléatoires. Aléatoire. C'est quelque chose en même temps. En même temps, c'est pas le but, c'est pas de faire du cinéma aléatoire. Sinon, j'aurais posé ma caméra et j'aurais dit au personnage bouger, puis on verra ce qui se passe, quoi. Je peux pas dire ça, ce serait pas réel, quoi. Ah, vous êtes en train de définir un pan du cinéma documentaire d'aujourd'hui. Voilà, je vais refermer la parenthèse, mais il y a un peu de ça. C'est vrai que ça, c'est un autre sujet. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que dans vous parliez à un moment de cliché au début, mais oui, effectivement, le film, dès qu'on entre dans le film, on comprend un peu les personnages, on comprend certaines choses qu'on a déjà vues avant. Mais selon moi, ce qui est assez intéressant, surtout, c'est que les clichés, vous ne jouez pas avec nous, vous nous le dites, voilà. Il y a des clichés, mais les clichés, moi, je les ai vus comme, vous savez, des espèces de des petits verres, des petits bibelots qui se trouvent dans une table. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous nous les montrez pour qu'ils soient visibles, mais après, vous partez de loin et vous vous en éloignez. Et donc, ça donne des plans où on a cette impression que... alors, je ne sais pas si... Oui, on a l'impression que vous recherchez vraiment l'origine même de ce que c'est qu'un plan. Et chaque fois que je vois ça dans le film, c'est ça. C'est pour ça que les compositions de plans sont vraiment très très étudiées. Je parlais de filmage automatique, c'était effectivement, vous aviez raison, c'était plus pour l'écriture du scénario. Parce que quand on voit les plans, la manière que vous avez de construire des plans, c'est extrêmement étudié. Enfin, étudié, c'est très bien construit. Il y a un travail sur la profondeur de champ, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous faites un plan, vous essayez vraiment de revenir à l'origine même du plan. C'est-à-dire de ne pas surcharger, ne pas tendre la main au spectateur. Qu'il y ait une idée, au moins une idée, et surtout que peut-être le sujet doit servir à la mise en scène, finalement. C'est cette sensation que j'ai eue, ouais. C'est bien, merci. Oui, ça me convient. J'ai pas réfléchi à ce point-là, mais ce que vous dites me convient très bien, ouais. Oui. Parce que regardez, je vais vous donner un exemple, parce qu'il faut donner des exemples. On parle de cinéma, donc il faut parler des images. Mais par exemple, regardez, il y a cette espèce de soirée très particulière où il y a des personnages qui viennent, avec pas mal de fond du noir. Et puis il y a un moment, ces personnages on les connaît, il y a des clichés même autour de cela, même la fameuse soirée, tout ça. Et puis il y a un moment qui sort du lot où on a l'impression que ça vient de quelque chose d'originel. C'est qu'il y a ce personnage, on ne sait pas trop ce qu'il est, pourquoi il est allongé, qu'est-ce qu'il a. Progressivement, on comprend ses problèmes jusqu'à la fin. Et puis ce personnage qui a une espèce de couette ou de drap sur lui commence à fredonner un air. Et j'ai trouvé que c'était magistral et magnifique parce qu'à ce moment-là, tous les personnages sont autour de lui et ils chantent quelque chose et c'est très poétique en même temps et très sombre. Et c'est ça dont je parle, c'est que vous partez de loin pour essayer de trouver quelque chose d'original et ça peut donner des séquences très poétiques, très musicales et très très belles en même temps et très sombres aussi à la fois. Ça arrive comme ça, c'est des fulgurances. Je sais pas si vous voyez un peu ce que... Mais moi j'ai trouvé ces moments... Le personnage apparaisse de manière un peu magique
par la voix. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de brouhaha de la soirée et on entend la voix qui s'élève tout d'un coup et on ne sait pas où est le personnage réellement. Il est caché par les gens. Donc il apparaît magiquement. C'était une espèce de contrepoint à la soirée, c'est-à-dire une forme d'innocence. Une forme d'innocence, un personnage totalement innocent qui a pas de... dont on ne sait absolument rien. C'est comme ça une figure très innocente, très enfantine, et une chanson enfantine, c'est une espèce de comptine vietnamienne. Donc c'est un personnage qui est le contrepoint de tous les autres personnages d'une certaine manière. Donc c'était pour ça qu'il apparaissait de manière un peu magique et mystérieuse. Donc il y a cette intention-là de faire un contraste dans le plan. Le contraste sonore au départ et après contraste moral avec les autres personnages. Donc si on peut dire effectivement que la mise en scène, oui, et sert le sujet. Oui. C'est ce que vous disiez, non? C'est ça, exactement. Non, je disais le contraire. Donc effectivement, c'était plutôt ça que je voulais dire, que la mise en là, c'est plutôt la mise en scène qui est à l'image du sujet. Il y a alors encore une ou deux questions, mais on n'a pas raconté l'histoire du film. Enfin, c'est quand même l'histoire d'un homme qui veut se ranger, qui vend de la, enfin, une espèce de gangster qui deal et qui veut se ranger. Donc les personnes qui sont autour de lui, dont Eva Ionesco, a du mal à accepter cette décision. Et puis à un moment, elle lui demande mais tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux partir? Tu veux faire quoi? Tu as d'autres projets? Et il lui dit je veux ouvrir une librairie. Et c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a un moment, il préfère plus les images fictives que lui proposent les livres que les images réelles que lui propose la société. Oui, et puis c'est peut-être le côté un peu, comment dire, monacal du personnage et aussi très... c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas du tout à sa place dans le monde qu'il fréquente. Et c'était amusant de faire un paradoxe comme ça avec la pègre et quelqu'un de très éthéré, très pur dans un sens aussi. Je trouvais ça amusant comme idée, comme personnage. Voilà. Puis il y a tout le rapport à l'image aussi, que je trouve aussi amusant. Enfin, le rapport au regard même. Parce qu'à un moment, il lui dit qu'il veut ouvrir une librairie et elle lui dit la lecture, ça abîme les yeux. Donc je trouvais ça amusant comme idée de parler de la lecture comme quelque chose de néfaste pour les yeux, pour la vue. Donc en général, on parle plutôt des images des écrans, tout ça. On ne parle pas tellement de la lecture comme quelque chose qui peut endommager le regard. Je trouvais ça intéressant comme paradoxe dans le sens. Et puis je trouve ça bien de parler de livres dans un film. Et j'avais même écrit, il y a longtemps, le premier long métrage que j'ai écrit, mais bien sûr je ne l'ai pas tourné, c'était un truc complètement dingue, mais bien plus dingue que ça. Et c'était l'idée de départ. C'était un personnage qui avait trouvé un moyen d'ingérer un manuscrit, c'est-à-dire le mettre en poudre, et en buvant, ça le faisait ressusciter. Donc en fait, c'est-à-dire un texte, quelque chose d'écrit, ça redonnait la vie. C'était ça mon idée de départ. Donc en fait, le premier plan du film, c'était un homme qui avait c'était le héros, et il avait un revolver, il se tirait une balle dans la tête. Mais avant de se tirer la balle dans la tête, il avait bu une espèce de jus avec de la poudre de manuscrit. Donc en fait, ça l'avait immunisé de la mort. Et donc c'est juste, ça me fait penser à ça parce qu'il y a le côté écrit et littérature, texte. Et mais il faudrait qu'il y ait quand même les films qui se réfèrent au cinéma en général. Mais les films qui se réfèrent à la littérature, c'est la plus intéressante. Bah, il faudrait quand même que le héros de votre premier long métrage, enfin de cette première histoire, il faudrait
qu'il se retrouve pas à boire des mauvais livres, comme on dit, parce que là, il serait vraiment doublement mort. Non, il lisait des manuscrits, et en fait, c'était des manuscrits que, à un moment, on pensait être d'origine extraterrestre. Et Ah il y oui. avait en fait, il y avait toute une lutte entre plusieurs personnages pour récupérer ces manuscrits. Donc c'était ça un peu l'intrigue, c'était les manuscrits qui étaient dans des petites fioles, comme ça, des petits flacons. Et c'était des trucs complètement dingues, quoi, vraiment. La dernière question que j'aimerais vous poser, c'est quand on voit, je sais, vous avez fait quelques courts-métrages, mais et vous avez fait ce film-là qui date donc de 2006, mais qui est sorti en 2010, et depuis aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui en 2021, est-ce que j'imagine que vous avez toujours envie de filmer, mais c'est compliqué finalement de trouver des moyens de Ah filmer oui, vos histoires. c'est même pas compliqué, c'est-à-dire j'essaie même plus. Euh, En fait, je vous avais dit la dernière fois, j'avais écrit une adaptation en fait, deux livres de Wilkie Collins que j'avais Hmm. regroupés. Enfin, j'avais fait un scénario avec deux livres. Et donc, c'était un des premiers projets que j'ai fait après Crime. Ça s'appelait Blanc. J'avais appelé ça Blanc, mais en fait, c'était d'après La Dame en Blanc. Et un autre roman de Wilkie Collins qui s'intitulait Basile. Et genre que j'avais fait un amalgame des deux, mais c'était un film très compliqué en noir et blanc. En noir et blanc aussi d'ailleurs, puisque le titre blanc, c'était. J'ai beaucoup de mal à faire des choses qui soient pas en noir et blanc, je sais pas. Euh, donc j'avais écrit cette adaptation qui se passait au 19e siècle, avec des costumes, des chevaux et tout ça, donc je l'ai pas fait. Ensuite, j'ai eu d'autres idées, plein de projets. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme projet? Une adaptation de la Métamorphose de Kafka, simplement. Ça, je Mhm. regrette parce que ça aurait été quelque chose de pas cher et très simple. Il y a plein de gens qui disent ah, la Métamorphose de Kafka, c'est inadaptable. Moi, j'avais plein d'idées. Ça me semblait pas du tout difficile à tourner, mais je fais quand même un minimum de moyens. J'avais envie de le faire avec Denis Lavant, comme pour jouer le héros. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce que j'avais eu d'autre comme projet? Euh, voilà, j'en ai fait tellement. Après, donc, tous mes scénarios n'ont pas abouti, mes scénarios enfin, classiques, et j'ai commencé à tourner des films sans scénario, mais en vidéo, avec des moyens du bord, quoi, c'est-à-dire pas beaucoup de moyens. Donc j'ai tourné des courts-métrages, surtout en noir et blanc et en couleur. Et à la place de Blanc, le film donc, que je voulais faire d'après Wilkie Collins, j'ai fait un court-métrage qui était tourné dans les rues de Paris avec des gens en costume 19e siècle, qui s'appelait Scène de la vie romantique. Mais c'était un film complètement sans scénario. Donc c'est un film en costume sans scénario, très court, et il est passé au Festival de Pantin. Voilà, j'ai tourné ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un documentaire, bon, c'est même pas un long non plus, c'est sur la Villa Médicis, parce que j'avais été à la Villa Médicis, je Mhm. connaissais quelqu'un qui était à la Villa Médicis à Rome. Donc j'avais tourné un documentaire en noir et blanc sur la Villa Médicis. Donc ça c'est vraiment un film totalement sans personnage, où il n'y a pas de gens, quoi. Il n'y a que des statues en gros, quoi. En noir et blanc. J'ai tourné un autre film qui s'appelle La vie des monuments, un court métrage, qui est tourné en partie à Marseille, une autre partie en Bretagne et une autre partie en Italie. Et mon idée de départ, c'était déjà mon idée de départ, c'était de filmer le noir et le blanc. Non, 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 pas le noir et le blanc, l'ombre et le soleil. Euh, et, et je me référais un petit peu au tableau de l'italien Giorgio de Chirico. Et, et je cherchais surtout des choses par rapport aux monuments. Donc j'avais des personnages, j'ai eu trois personnages, un personnage pour Marseille, un autre pour l'Italie et un autre pour la Bretagne. Et tout ça, Mhm. je filmais donc ces personnages-là dans des décors très monumentaux, très contrastés. Là, il y avait du noir et blanc et de la couleur, je crois. Oui, il y avait pas seulement du noir et blanc, c'est mélangé.
avec aussi des choses un peu fantomatiques, kabbalistiques. Euh, et j'ai vraiment choisi ce film-là, j'ai vraiment fait pour l'aspect architectural. Bon, les personnages, ils existent aussi, mais voilà, je sais même plus pourquoi je vous racontais tout ça. Bah, c'était parce que On je va voulais dire qu'il savoir y avait si... autre chose après Crime, oui. Et puis surtout, est-ce que là, maintenant, vous travaillez sur quelque chose ou Là, ça... j'avais envie de faire un remake de comment ça s'appelle? Meshes of the Afternoon de Maya Deren. C'est un film que j'adore. Euh, et après, j'ai changé d'avis parce que je me suis dit, le problème de faire des films, j'ai pas la passion assez ancrée en moi pour me dire, je fais des films et après, je m'en fous, quoi. Je veux dire, j'ai pas envie de faire des films pour faire des films. Hmm. Donc, j'ai vraiment envie qu'il y ait des gens qui les voient. Et le problème de faire des films sans moyens, sans distributeur, c'est qu'on n'a pas de garantie que le film soit diffusé. Donc c'est un peu dommage. Mes derniers courts-métrages dont je vous ai parlé, ils sont passés au festival de Pantin. C'est un festival de courts-métrages, mais après, ils passent dans un festival une journée et puis c'est tout. Donc, Eh oui, ça eh oui. me, j'ai plus trop envie. Donc pour l'instant, je fais pas, mais là j'ai écrit un roman policier. C'est autre chose. Voilà. En tout cas, celles et ceux qui veulent voir Crime, il y a le lien qui est juste dans le descriptif. C'est chez Cinémutin. Donc ça, c'est possible. Vous pouvez le voir. Et puis il y a d'autres choses aussi, d'autres informations que vous trouverez dans le descriptif. En tout cas, merci beaucoup Vincent d'avoir pris le temps de revenir sur ce film et d'avoir écouté comment je pourrais dire ça, les divagations d'un spectateur Non, mais c'est qui très a... intéressant. J'ai pas eu beaucoup d'occasion de discuter du film, donc c'est toujours intéressant pour moi. Et je suis très intéressé par la manière dont les gens interprètent ce que je fais. Hmm. Ça m'aide. Bon, en tout cas, vous nous en donnez la possibilité ici. Et j'invite celles et ceux qui l'ont vu après cette vidéo de mettre des commentaires aussi, ça pourrait être intéressant. Et puis moi, je les transférerai auprès de Vincent. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Bravo pour votre chaîne, parce que Merci. vous avez vraiment une passion du cinéma incroyable. Et vous vous intéressez à plein de choses qui valent le coup, quoi. Il n'y a pas beaucoup de chaînes comme la vôtre et je vous félicite. Ben, venant de vous, je le prends comme un très bon compliment. Merci beaucoup en tout cas. À très très vite. Bonne journée à vous. Générique. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions.